Reprise de débat, l'honorable député de Beauharnois-Salaberry. Je voudrais souligner que je vais partager mon temps avec la députée de La Salle-et-Maure. Monsieur le Président, le débat aujourd'hui est d'une importance cruciale parce qu'il y a une crise écologique, une crise économique que nous sommes en train de traverser et ça rappelle la nécessité pour le Canada d'investir dans la science publique, dans la recherche fondamentale et de faire circuler les données scientifiques sans entrave. Les changements climatiques sont réels et nous en souffrons déjà. Nous sommes à la croisée des chemins et nous avons plus que jamais besoin de la science. Est-ce qu'on a besoin de rappeler qu'à peine 40 ans auparavant, nos industries polluaient le fleuve du Saint-Laurent, on incinérait des déchets toxiques et les travailleurs dans les mines mouraient de cancer faute d'information et de protection. On en a fait du chemin depuis cette époque-là. On s'est doté d'instituts de recherche, on a dépollué nos lacs et nos rivières, on a décontaminé des milliers de sites à travers le pays et beaucoup reste encore à faire. Les erreurs du passé nous coûtent cher aujourd'hui. Alors, ce qui se passe actuellement au Canada est d'autant plus préoccupant. Ce gouvernement conservateur est en train d'annuler tous les progrès que nous avons accomplis depuis des décennies, en coupant dans la recherche scientifique, en censurant les scientifiques, en abolissant nos lois environnementales, en détruisant des instituts de recherche reconnus mondialement comme la TRNEE. Il est en train de nous ramener 50 ans en arrière. Le programme des lacs expérimentaux est un très bon exemple. La recherche effectuée sur 58 lacs a permis depuis 40 ans des avancées extraordinaires dans le domaine de la biologie, et ce, mondialement. Les recherches ont permis, entre autres, de mieux comprendre le phénomène des algues bleues, le rôle des phosphates dans la formation des cyanobactéries. Ces recherches ont contribué à améliorer la qualité de l'eau dans plusieurs de nos lacs. Mais c'est pas tout, Monsieur le Président. La recherche effectuée sur ces lacs à l'état naturel a contribué à l'avancée des études scientifiques sur le plan international. Il s'agit d'un laboratoire unique au monde. Absolument. Mais les conservateurs ne sont pas trop l'air de comprendre l'importance de cette institution. Leur décision de se départir du réseau des lacs expérimentaux est une erreur monumentale. Le gouvernement dit qu'il sauvera 2 millions de dollars en fermant ce site, mais il n'en coûte que 6 000 dollars à opérer et plusieurs millions à si on veut le remplacer et le faire opérer par une institution privée. De plus, on ne calcule pas combien ça coûtera de se priver collectivement de données essentielles pour préserver la qualité de l'eau au Canada. Mais ça, c'est pas grave, Monsieur le Président. La facture, on la refile aux générations futures. Puis eux autres, ben les jeunes, ils s'arrangeront avec le problème. Hein? C'est ça, on dirait, qui pensent les conservateurs. Puis cette semaine, on a appris en plus que Pêche et Océan Canada avait verrouillé des cabines du programme de lacs expérimentaux, et empêche les scientifiques d'accéder au site. Ottawa avait pourtant annoncé qu'elle conserverait la gestion du site jusqu'au mois de septembre prochain. Mais qu'elle ne paierait plus les recherches après le 31 mars. Ça fait des mois que le gouvernement nous dit qu'il cherche un organisme du secteur privé pour prendre la relève de ce programme. Mais toujours rien. La biochimiste de l'Université de Regina et directrice du groupe de Sauvons les lacs expérimentaux, Britt Hall, craint que 44 ans de collecte de données ne soient perdus et que des expériences ne soient annulées. Des chercheurs de l'Université de Trent de Peterborough ont dû mettre un terme à leurs travaux. Les études portaient sur l'utilisation de quantités microscopiques d'argent pour prévenir les bactéries. Ce sera impossible pour eux de terminer leurs études. Les compressions à la station de recherche atmosphérique Pearl au Nunavut démontrent aussi à quel point ce gouvernement manque de vision à long terme. Cet hiver, les chercheurs n'ont pas pu colliger les données. Pourtant, il serait important de continuer à financer la recherche dans un domaine aussi névralgique que les changements climatiques. Et la liste des erreurs stratégiques de ce gouvernement est longue. Compression aux fermes expérimentales, à l'Institut Maurice-Lamontagne à Montjoly, abolition du recensement long de Statistique Canada, compression dans la recherche sur les pêches, à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, au programme d'appui aux ressources majeures du Conseil de recherche des sciences naturelles du Canada, etc., etc. Récemment, on apprenait, grâce à des documents obtenus par la Loi d'accès à l'information, que les scientifiques d'Environnement Canada responsables de la surveillance de la qualité de l'air étaient inquiets. Plusieurs d'entre eux travaillent dans les bureaux de Montréal, d'Ottawa, de Toronto, d'Edmonton et de Vancouver et s'assurent que les lois dictant les limites de la pollution terrestre et atmosphérique sont respectées. Les employés disent que le gouvernement éliminera des postes et que la surveillance est compromise. Il y a de quoi s'inquiéter, Monsieur le Président.
Lorsque le ministre de l'Environnement déclare à Copenhague, à Rio ou à Durban que son gouvernement protège l'environnement, et puis qu'on voit ici au Canada qu'il coupe dans toutes les recherches scientifiques essentielles et fondamentales, on est en droit de douter de la sincérité de ses propos. Pourtant, la recherche publique est essentielle pour une économie développée comme la nôtre. Les 3 acteurs clés dans la recherche scientifique, soit les universités, le secteur privé et l'État, jouent tous un rôle fondamental. Le gouvernement finance des recherches à travers des programmes, des instituts ou des crédits d'impôt. Alors, pourquoi éliminer ces incitatifs dans le domaine scientifique et continuer, d'un autre côté, à offrir des cadeaux fiscaux aux pétrolières? C'est 2 poids, 2 mesures. La recherche publique ne peut pas toujours être remplacée par le secteur privé. Prenez l'indice des prix à la consommation de Statistique Canada, par exemple. Seul l'État peut mesurer et les entreprises ont bien besoin de cette information. Le professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences de l'UQAM, Yves Gingras, affirme ceci, et je cite, « On dit souvent que les conservateurs sont contre les sciences. Je crois qu'ils sont plutôt pour une ignorance stratégique de façon à justifier leur inaction dans certains domaines qui pourraient nuire aux industries. Quand les pêcheurs constateront qu'il y a moins de poissons, le gouvernement pourra leur dire qu'il ne sait pas pourquoi et que ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas pu prévoir cette pénurie. » Fin de la citation. Il est troublant, Monsieur le Président, de constater que ces compressions dans la science s'accompagnent de changements drastiques aux lois environnementales. Avec C-38, le gouvernement conservateur a modifié drastiquement le processus d'évaluation environnementale des hydrocarbures. Les consultations sont réduites au minimum, presque à néant, en fait. Avec C-45, il a enlevé toute protection à nos lacs et nos rivières. Tout cela s'accompagne d'une culture du secret et de la censure, imposée par le gouvernement conservateur depuis 2006. La prestigieuse Société royale du Canada, une institution plus que centenaire, réunissant des scientifiques de tous les domaines, a écrit une lettre ouverte pour dénoncer l'attitude des conservateurs. La Société a formulé une demande toute simple, que le gouvernement cesse d'empêcher les scientifiques de communiquer leurs découvertes au public canadien. Assez élémentaire comme demande. Dans une société démocratique, il faut discuter des actions à prendre en se basant sur des faits plutôt que de se laisser bêtement guider par une idéologie. Le recensement, par exemple, est l'un des outils ayant permis au Canada de se hisser parmi les pays les plus développés du monde. C'est une des façons pour l'État d'élaborer des politiques publiques ciblées et efficaces. Il permet, par exemple, de savoir quel est l'âge moyen des citoyens dans un quartier, ce qui aide les dirigeants de la santé publique à cibler leurs actions. Il guide les entrepreneurs à la recherche d'opportunités en cartographiant les revenus moyens d'un quartier donné. Et il soutient aussi les organismes communautaires désireux de joindre une clientèle précise. Si on parle de l'État du français, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la francophonie, bien, l'État du français au pays est un autre exemple où l'utilité du recensement peut être prouvée. Les données qu'on y recueillait permettaient de suivre avec précision les grandes tendances linguistiques permettant au gouvernement d'adapter leur politique pour assurer la vitalité de la langue française. Mais ça, malheureusement, le premier ministre n'en a rien à faire. Il a choisi de faire passer les intérêts idéologiques devant ceux de notre pays. Pour un gouvernement qui prétend se soucier des choses importantes comme le développement de l'économie, la santé publique, l'environnement, l'état du français, c'est pas trop une attitude responsable que de mettre à bas toutes les données scientifiques et de museler ces scientifiques également. Donc, je pense que de bonnes politiques publiques doivent être basées sur des faits avérés et crédibles. Nous allons continuer à militer en faveur d'une liberté tout azimut pour les chercheurs canadiens à la fin et pour la fin de la censure. Et j'espère que les conservateurs vont mettre l'épaule à la roue et vont enfin appuyer cette importante motion pour que nos scientifiques retrouvent redorent leur blason, retrouvent leurs ailes et puissent continuer à participer aux recherches essentielles dont on a beaucoup besoin ici et surtout qu'on puisse redonner espoir aux jeunes qui se dirigent dans des secteurs d'innovation, de recherche, dans les secteurs de la science et de la technologie également. Merci. Bravo.